Oui, oui, oui. Oui, bonjour monsieur. Laurent? Ouais. Oui. Écoute, on a enquêté ton véhicule, on se demandait juste dans le fond comment ça vous étiez ici. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, un endroit un peu particulier. On est dans un bureau parce que je fais du house sitting ou du farm sitting. C'est quand on s'occupe de la propriété de quelqu'un. C'est vraiment une occupation incroyable pour les nomades, pour avoir d'avoir un pied à terre pour quelques semaines ou une semaine ou quelques jours. Ça permet de remplir ça, de faire un peu de nettoyage, de réparer ce qu'on a sur son campeur ou quoi. Et j'avais déjà fait une vidéo et je me trouve au même endroit où j'avais fait cette vidéo il y a un an déjà. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça du tout. Aujourd'hui, je pensais qu'on ferait une petite rétrospective des 10 fois où je me suis fait virer d'un spot en van life. Je me dis que ce serait assez intéressant de revenir sur ces presque, ça fait pas 10 ans, mais ça fait environ 7-8 ans, depuis 2015-2016, on est en 2024, donc ça va faire bientôt, je sais pas compter, donc voilà, vous pouvez compter dans votre tête. Et en tout, eh bien, je me suis fait virer entre les interdictions et les aléas de la vie en van. Je dirais qu'il y a une petite dizaine de fois où c'est assez notable, voire une vingtaine, mais la plupart du temps, c'est moi qui quitte les endroits parce que je les sens pas. Il y a une énergie, une vibe qui est un peu mauvaise, donc c'est moi qui quitte ces endroits-là avant que le pire arrive. Mais il m'est arrivé quand même parfois de forcer le destin, de pas m'écouter, de pas trop être à l'affût des signes autour, soit parce que j'étais fatigué, soit parce que j'avais pas le choix, j'avais trop conduit, je ne sais quoi. Et donc je suis resté à un endroit et des choses sont arrivées et donc je pensais que j'en parlerais de ces 10 fois à peu près où je me suis fait virer d'un spot. Avant de commencer cette vidéo, vous voyez derrière moi, il y a un écran, on est comme à la télé là, ou comme dans le studio d'un youtubeur, à part que les youtubeurs ils ont pas des chaises qui grincent comme ça. Et bien, je suis dans une très vieille maison, et bien, si vous l'avez pas encore fait, il reste encore une vingtaine de jours pour commander votre exemplaire de la BD Road Trip, justement, où dedans il va y en avoir de ces petits épisodes, et j'en parle maintenant dans cette vidéo, des fois où je me suis fait virer. Mais c'est pas que ça, la BD Road Trip, c'est un roman graphique qui parle de liberté, de nomadisme, et qui je pense va beaucoup vous plaire si vous aimez tous les films et les livres de ma vie en van. Donc allez sur le lien dans la description, j'ai besoin encore de quelques personnes pour remplir cet objectif parce que ce projet n'arrivera que si on arrive à faire financer ça. J'en ai parlé assez, mais je vais en parler encore parce qu'il reste moins d'un mois, donc pour vous procurer cet exemplaire-là, mais surtout pour faire exister ce projet, cet ouvrage que j'ai hâte de partager avec vous parce que voilà, on parle de liberté, de leçons de vie, et de choses qu'on partage, je crois, vous et moi, sur l'autonomie, sur l'envie de voyager, mais pas que, sur quelque chose d'un peu plus profond que ça, et c'est justement de ça qu'on va parler dans cette bande dessinée. Mais passons à la vidéo, les 10 fois où je me suis viré, donc c'est parti. La première fois... Oui, oui, oui. C'est assez drôle comment c'est arrivé parce qu'il m'a fallu toute une saison de vie en van. J'ai commencé la vie en van début 2016, fin 2015, début 2016. Et ça a presque pris un an avant que une mésaventure m'arrive, ce qui est quand même une bonne statistique parce que j'étais peut-être un peu plus à l'affût des choses autour de moi. Donc j'étais très stressé quand j'ai commencé la vie en van j'étais très stressé par la possibilité de me faire virer ou d'avoir quelqu'un qui cogne à la porte de mon van. C'est quelque chose qu'on partage tous, les nomades, cette peur de ne pas être au bon endroit. Et ça va arriver, quoique on essaye de prévoir ou de prédire ou d'éviter que des choses mauvaises arrivent. Eh bien ça va arriver, et c'est arrivé, mais d'une manière assez drôle. Oui, bonjour monsieur. Laurent? Ouais. Oui. Écoute, on a enquêté ton véhicule, on se demandait juste dans le fond comment ça vous étiez ici. C'est à Montréal où je suis retourné après presque un an de voyage en van à travers le Canada. Et c'était un choc parce que je me retrouvais tout à coup en ville, dans la ville où j'avais passé la plupart de ma vie d'adulte. Et en fait, tout à coup, je dormais dans des Walmart pour être sûr que je pouvais dormir et avoir une bonne nuit tranquille. Et c'était l'été ou la fin de l'été.
et j'ai la police qui a cogné à ma porte, ce qui est très rare dans des Walmart. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que cette fois-là, la police m'a reconnu parce que j'étais recherché. Mais très ridicule, c'était pour une histoire de poubelle mal sortie le mauvais jour. À une époque où je ne vivais même plus au Québec, soi-disant, j'étais coupable d'avoir sorti les poubelles un mauvais jour. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui était plus stressant, c'était que la police, qui ensuite a commencé à rire quand ils ont réalisé quel était le crime qui avait été commis. Ils ont cogné à ma porte en regardant après avoir vérifié ma plaque d'immatriculation. Donc je me sentais un peu violé dans mon intimité parce que c'était justement pour moi, dans un Walmart, je me sentais en sécurité et à l'abri de me faire cogner à la porte. Dans ce monde, bon, c'était dans un monde pré-année 2020, mais ça reste que déjà il y avait beaucoup de reconnaissance des plaques d'immatriculation et tout ça, mais que la police prenne du temps pour me dire que j'avais sorti les poubelles un mauvais jour 10 ans plus tôt, ou 5 ans plus tôt, c'était assez drôle pour moi, et je trouvais ça assez stressant parce que je sentais, enfin moi j'ai commencé la vie en van et j'ai continué cette vie en van pour aussi sortir de ce système-là, mais aussi parce que je me sentais toujours coupable de vivre, toujours coupable voilà, il fallait être au travail à 8h du jour jusqu'à 5h, avoir une vie très cadrée, très encadrée. Et la vie en van, ça m'a appris la liberté, ça m'a enseigné l'autonomie et tout ce que je sais aujourd'hui sur la possibilité d'être beaucoup plus libre aujourd'hui, hors de ce système-là, ou pas hors, mais en parallèle de ce système un peu de panurge, de mouton de panurge. Et donc ça m'avait un peu secoué parce que je me sentais tout à coup vraiment vulnérable. Cet épisode m'a appris beaucoup parce que c'est dans ces moments-là où on apprend à relativiser, à déstresser, à savoir que des choses arrivent dans la vie, que finalement la police, ils sont juste les applicateurs de la loi, ils se posent pas la question si c'est juste ou non. Et donc ça m'a beaucoup appris aussi sur qui sont mes amis et qui étaient mes amis à cette époque-là. Ça m'a appris beaucoup à savoir, enfin dans ce voyage intérieur aussi, ça m'a appris beaucoup sur aussi ne pas me sentir trop coupable, parce que jusqu'à ce moment-là, je me sentais toujours coupable d'être vanlifer, et après coup, après le stress d'avoir la police qui toque à sa porte, pardon, même si c'était assez stressant, ce n'était pas nécessairement quelque chose de très grave. La deuxième fois, c'était 2 ans plus tard. Cette deuxième fois, donc c'est fou qu'il se soit passé 2 années où je n'ai eu aucun problème. Et c'est quand j'ai commencé à aller de plus en plus à d'autres endroits. Et 2 ans plus tard, on se retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais en Arizona. L'Arizona, c'est un état qui est très très beau, avec le Grand Canyon évidemment. Et je venais du Nouveau-Mexique, qui est un état très très libre, où il y a beaucoup de terres publiques, où l'on peut camper n'importe où. Cependant, en Arizona, il y a un système très intéressant où il y a une nation Navajo. Donc la nation Navajo est une nation indienne, amérindienne, qui a une région autonome en Arizona et qui contrôle vraiment tout ce territoire-là autour des parcs nationaux qui se trouvent dans ces lieux sacrés, qui sont sacrés, oserais-je dire ça, même si c'est un peu controversé. Avant les Navajos, il y avait évidemment d'autres peuples amérindiens, mais les Navajos sont le dernier peuple qui a eu ce contact direct avec les colons, et donc ça a donné ensuite des arrangements avec tous les chefs de tribus, chefs de bandes, etc. pour organiser le territoire, non céder le territoire de manière autonome. Donc ils le gèrent eux-mêmes avec des outils qui sont très similaires aux outils de l'homme blanc, c'est-à-dire des rangers, une police, un gouvernement local, etc., etc. Cela dit, l'Arizona, c'est aussi une terre voilà, de ces grands espaces, de tous ces grands canyons, de toutes ces merveilles naturelles, de ces canyons, etc. Et il y a aussi, parfois aussi de l'abus, c'est-à-dire j'oserais aussi appeler ça une sorte d'attrape touriste. Il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu une zone grise, où on ne sait pas vraiment si on a le droit d'être ou pas. Et vu que souvent dans les réserves, les populations locales ont très peu d'avantages sociaux comparés aux chefs et au gouvernement qui, eux, s'accaparent beaucoup de l'argent que le gouvernement fédéral et que le tourisme et tout ça amène dans les gouvernements locaux. L'argent est très peu distribué et c'est le cas dans la plupart des Premières Nations, à part certaines. Souvent, on est dans une forme un peu de gouvernement un peu corrompu.
À la fois, il y a des gouvernements amérindiens, autochtones qui ont énormément d'argent et de pouvoir. Cela dit, dans leurs réserves, la plupart de la population souffre de pauvreté, même pas d'eau potable, etc., etc. Mais c'est un autre sujet. Moi, dans mon petit cas, j'ai visité le Grand Canyon et à l'époque, je ne faisais aucun camping. C'était une de mes valeurs. Aujourd'hui, ça l'est encore. Mais c'est juste que nous, dans l'ouest de l'Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle des terres de la couronne ou des terres publiques qui sont gratuites. Et c'est tout le principe d'une vie de liberté et un peu du rêve américain. En tout cas, c'est de ça que je parle dans la BD d'ailleurs. Beaucoup, c'est de cette notion que très peu d'autres peuples ou d'autres cultures ont, que la terre appartient à tout le monde, si on en prend soin évidemment et qu'on peut tous vivre ensemble sur cette terre-là. Et moi j'aime beaucoup ça, c'est une identité qui est, je dirais, une de mes identités premières, cette relation avec la terre, donc on est aussi responsable et elle est aussi responsable de nous et c'est une connexion. Bon, on va pas aller dans des trucs trop spirituels aujourd'hui, mais ça reste que je me suis trouvé un endroit qui était un peu entre les terres de la couronne, les BLM aussi, qui sont les terres publiques aux États-Unis, et les terres Navajo, qui est, si on veut, une propriété privée. Donc c'est assez drôle de parler de propriété privée, sachant que le concept de propriété privée est très européen, mais en tout cas, on va pas faire de commentaires éditoriaux là-dessus. Et donc, je passais une nuit, j'allais passer juste une nuit en tout cas, et à cet endroit-là, que vous pouvez voir là, sur ces beaux canyons, eh bien, le lendemain matin, je vois un camion blanc, très très tôt d'ailleurs, autour de 7-8 heures. Je suis au milieu de nulle part, il faut se dire, il n'y a rien à 30 minutes à la ronde, on est dans le désert de canyons, etc. Je suis dans ce très bel endroit et qui était en frontière vraiment, voilà, entre les terres publiques et le territoire Navajo. Donc c'est assez intéressant ces contacts entre, cette relation entre l'Amérique du Nord et ses Premières Nations ou ces tribus autochtones, parce que dépendamment des endroits où vous êtes, il y a une forme vraiment de non-réconciliation, où quand vous êtes une tierce personne, pour moi je ne me considère ni blanc, ni rouge, ni jaune, ni noir, ni peu importe, et je vois pas le monde comme ça. On va pas aller encore une fois dans un commentaire éditorial. Pour moi, je vois quelle est notre relation à la terre, je vis avec la terre, et vous pouvez très bien avoir un lien du sang avec la terre, qui fait que vous détruisez cette terre-là, même si vos ancêtres ont supposément passé du temps là. À mes yeux, dans mes valeurs, ça ne vous rend pas propriétaire de cette terre-là. On est juste de passage, et c'est ce que le créateur nous fait comprendre. On est juste de passage, donc on est tous un peu égaux face à la terre. C'est notre relation avec cette terre-là qui définit qui on est et pas notre sang, notre lien du sang, ou voilà, c'est vraiment la manière dont moi je vois notre relation avec la terre, peu importe où on se trouve sur terre. Et donc il me disait, il essayait vraiment de me faire payer, et moi je lui disais, mais donc où est-ce que je vais pour avoir un permis, parce qu'il me disait il faut un permis pour être là, ce qui est vrai sur beaucoup de terres Navajo évidemment, et plein de ces terres là. Où est-ce que je vais? Et il me disait non mais tu peux me payer moi, mais si tu veux tu peux aller à l'office, mais c'est plus vite si tu me payes là maintenant et tu peux rester. Et là je dis non, je vais aller à l'office. Et donc je suis parti. Donc il m'a fait un peu virer de ce spot là. Enfin il m'a littéralement viré de ce spot là en me disant c'était soit je paye soit je partais pour aller à l'office de tourisme. Je pensais que j'allais me faire suivre parce que j'étais vraiment loin, j'étais sur une route cabossée, j'avais jamais fait une route aussi cabossée, rocailleuse depuis jamais quoi de ma vie avec ce van là, avec la Flowmobile. Et donc je me suis retrouvé là à devoir partir, mais souvent ces moments là quand vous devez partir, c'est souvent quand ça vous amène autre part. Et si vous avez vu mes films ou si vous allez vous procurer la BD, eh bien ces choses-là vous amènent quelque part d'autre, et c'est un peu notre destin aussi. J'aime bien aussi me soumettre à cette forme de destin un peu où on n'a pas vraiment contrôle sur ce qui arrive. On ne décide pas nécessairement de tout. Et j'ai jamais trouvé d'ailleurs cet office de tourisme là où il faut payer le permis. Et donc finalement en fait, certes, il y a des gens qui sont officiels, qui ont l'air officiels. Je dis pas que cette personne-là était une mauvaise personne. Cela dit, il y a une habitude à abuser souvent quand on vous donne trop de pouvoir, à abuser de ce pouvoir-là. Et moi, ce que je n'aime pas, et je ne reste jamais dans ces régions où il n'y a pas d'entre-deux, c'est quand c'est un peu noir ou blanc. En termes de camping, il y a, en tant que citoyen, la plus grosse arnaque, c'est en tant que citoyen du monde, en tant que juste humain, pas citoyen du monde, humain, juste humain. La plus grosse arnaque de notre société moderne, c'est de nous faire croire qu'il faut payer pour exister n'importe où. Alors que
C'est assez nouveau comme concept à l'échelle de notre humanité, et moi c'est ça que j'explore beaucoup dans ma vie de tous les jours depuis que je vis en van. En fait, c'est vraiment cette arnaque-là de devoir vivre pour payer, de devoir payer pour vivre et pas vivre pour payer. Et donc voilà, il y a il faut naviguer un peu ces choses-là quand on est dans des zones touristiques. Je viens de me faire virer par la police. La troisième fois où je me suis fait virer, encore une fois par la police, c'était en Oregon, dans une petite ville touristique qui s'appelle Cannon Beach, où j'avais passé déjà 2 nuits dans un parking municipal vide, parce qu'on était en basse saison, où il n'y avait personne, vraiment j'étais le seul touriste dans ce village-là, et justement je me suis dit, ok, on va se faire plaisir. Alors j'ai fait plein de petits commerces, le fish and chips du coin, parce que c'était une ville un peu de pêcheurs qui était devenue très touristique. C'est plus la manière dont c'est arrivé qui était assez, encore une fois, questionnable, parce que c'était au milieu de la nuit, après avoir passé 2 nuits dans ce parking municipal et quand même bougé, eh bien le parking est vide, et le policier m'a arrêté au milieu de la nuit, enfin au milieu de la nuit, aux alentours de 10h du soir, 11h du soir, j'étais prêt à me coucher, j'avais fait un petit repas, je me regardais un film, j'avais fait un petit repas en plus avec du vin blanc. Des pâtes à l'encre de sèche au vin blanc, et donc ça sentait le vin blanc dans le van. Bon. C'était un peu, encore une fois, cavalier la manière dont je me suis fait taper à la porte avec les sirènes, avec voilà, les lumières. Et au final, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai montré mon permis, et ce que le policier m'a dit, c'est qu'il y avait un arrêté municipal où il était interdit de stationner dans cette ville-là de nuit. Alors, ce que je trouve toujours intéressant, c'est il faut bien stationner quelque part de nuit, si on a un véhicule, encore plus en Amérique du Nord, pays du véhicule. Mais si on est dedans, ça cause un problème. Alors, on peut en rire de ça, et n'importe qui trouve une excuse à ces choses-là, j'ai rien à vous dire, parce que honnêtement, je vais pas argumenter ça, c'est quelque chose de ridicule à mes yeux, mais ça reste que c'est parfois, le mieux en fait, il n'y a rien que vous pouvez faire sur le moment, avec les applicants, les petits moutons qui appliquent la loi, avec tous ces petits collaborateurs d'un système qui est fait pour un peu nous faire payer tout le temps, et qui n'aiment pas les gens qui sont un peu hors du système. Il y a vraiment un rift entre ces deux-là. Et donc ça reste que dans ces moments-là, la meilleure solution, c'est partir. Cependant, ce que j'avais expliqué à l'officier de police, au shérif de la ville, c'est d'abord, tu m'as pas vu pendant 2 nuits, donc où t'étais, parce que soudainement, il y a un problème, alors que voilà, ça aurait été mieux de le faire pendant la journée quand tu vois le van. Et ça m'est déjà arrivé de me faire dire au milieu d'une journée, quand j'étais stationné quelque part, je savais très bien que j'avais pas le droit de rester dans ce parking-là, disons, et de me faire dire, vous avez pas le droit de rester là. Il aurait très bien pu faire ça, et je lui ai dit aussi, votre rôle c'est de protéger les conducteurs, et sous une tempête orégonienne du Pacifique, sous la pluie, tempête de vent, etc., dans la nuit, vous faites partir quelqu'un en lui disant il faut que vous quittiez le village. Je trouvais ça pas très sain, pas très protecteur en tant que police, parce que supposément la police est là pour protéger les citoyens. Et donc c'était assez décevant, parce que j'avais passé un week-end génial dans ce petit village. Mais ce sont les aléas de la vie, évidemment, et de la vie en van. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Une autre fois où je me suis fait virer, cette fois par les pompiers et les policiers, un peu indirectement, c'était après être revenu de cet immense voyage initiatique dont je parle dans ma bande dessinée. Et je me suis retrouvé sur la rive nord de Montréal, donc je sais plus exactement quelle ville c'est, mais c'est réputé, surtout la route où j'étais, est réputée apparemment pour avoir le plus fort taux de gens qui conduisent après avoir bu. Et j'ai été témoin, littéralement, c'était la nuit la plus bizarre de ma vie en van à cette époque-là, parce que j'en ai vécu d'autres après. Littéralement, un accident au milieu de la nuit, autour de 3h du matin, un accident de quelqu'un qui est rentré dans un poteau juste à côté du van, littéralement, je sais pas à combien de mètres, mais vraiment juste à côté. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir peur, à me stationner de nuit quelque part et que quelqu'un me rentre dedans, parce que cette personne-là a foncé dans une descente et a littéralement volé au-dessus d'une petite butte et est rentré dans le bas-côté où j'étais stationné dans une sorte je sais pas, de chantier de construction abandonné. Et tout à coup, eh bien, je vois, voilà, j'entends un immense bruit, j'entends cet immense bruit, bang, et ensuite
les pompiers et surtout la police qui, cette personne-là, une chance, n'est pas morte, mais était complètement en état d'inébriété et connaissant la rive nord de Montréal, sûrement d'autres petites substances, je me suis dit que c'était déjà assez dangereux comme ça, que la police arrive et en fait c'est devenu une sorte d'arrestation, parce que c'est évidemment extrêmement illégal de conduire en état d'ébriété. Je me sentais un peu en insécurité parce que tout à coup je me disais... on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, et par la suite ça m'a prouvé qu'il faut faire attention, il faut écouter son instinct, parce que justement ce soir-là je n'étais pas sûr, parce que c'était en dessous de poteaux électriques, ça buzzait, vous savez, ces lignes de haute tension, et je me disais est-ce que je veux bien dormir là-dessous et tout ça, mais je voulais rester à cet endroit-là pour une raison quelconque, parce que j'avais nulle part autre où aller, je voulais plus conduire, et c'est souvent comme ça que ça arrive, ces moments-là en fait. Ensuite, pour la tournée de mon livre, qui est sorti, de mon livre Ma vie en van, eh bien je suis venu en France, et en France il m'est arrivé très peu d'épisodes comme ça, même si j'avais constamment cette peur de ne pas être au bon endroit, parce que j'avais entendu assez de gens me dire que la France et la van life c'est très difficile. Cela dit, j'étais en basse saison, donc rien de vraiment très intéressant s'est passé de ce côté-là. Intéressant, on préfère éviter ce genre d'événement-là. Cela dit, je ne compte pas les endroits qui étaient interdits avec des barres de hauteur ou des arrêtés municipaux de nouveau, et toutes ces choses-là qui sont encore une fois illégales ou qui sont complètement ridicules, surtout en basse saison quand on amène en fait du commerce, parce que en tant que van lifer, en basse saison, on va amener du commerce dans des endroits qui sont complètement morts. Mais cela dit, hormis la fois où je l'ai déjà raconté, à Montpellier, il y a quelqu'un qui a essayé de forcer mon véhicule et que j'étais prêt à me battre, eh bien il n'y a rien qui s'est vraiment passé où je me suis fait virer de l'endroit où j'étais. Cela dit, si vous avez une expérience, je sais que la plupart d'entre vous êtes en Europe, si vous avez une expérience en France, racontez-la moi, parce que j'adore lire les pires expériences de van life ou les fois où on s'est fait virer, donc n'hésitez pas à me raconter vos épisodes et l'endroit, surtout les régions. Moi j'aime bien savoir dans quelle région ça s'est passé. L'autre fois où je me suis fait virer d'un endroit, c'était, eh bien ça a commencé en Colombie-Britannique quand j'ai déménagé dans l'ouest canadien. Et voilà, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans l'ouest canadien, en mode un peu semi-nomade, quand même nomade mais un peu plus semi-nomade. Et à mon échelle, j'ai vécu des choses où je me suis fait virer d'endroits que j'avais vraiment trouvé par moi-même, qui étaient extraordinaires. Et j'ai vécu aussi cette transition de la société canadienne, sans faire trop de politique, d'une société assez tranquille à une société très qui devenait un peu triste, disons. Et j'ai aussi vu l'impact voilà, de la drogue, de la pauvreté, de toutes ces choses-là qui ensuite amènent l'insécurité. C'est ça où je voulais en venir. L'insécurité, elle arrive souvent quand on a des populations qui n'ont pas assez de ressources ou qui ne sont pas en sécurité, en santé ou en sécurité intérieure, on ne se sent pas bien dans notre société, et tout à coup, eh bien, on a des indésirables. Un peu comme quand vous campez quelque part, vous avez des ratons laveurs ou des ours noirs qui viennent vous voler votre sandwich. Ben, c'est un peu ça qui arrive. Et dans le cas des humains, je dirais que les humains sont les prédateurs les plus dangereux parce qu'ils sont imprévisibles, parce que justement les humains, ils n'ont pas un caractère qui est très prévisible, contrairement à la vie sauvage qui, même si elle est dangereuse, peut être prévisible dans son danger. L'humain, il peut avoir l'air très gentil et on ne sait pas s'il va vous tuer ou juste vous blesser ou juste partir. Et j'ai appris dans ces épisodes-là, donc c'est les 2 derniers épisodes, un peu des fois où je me suis fait virer d'un endroit, mais pas par des autorités, par des gens indésirables. Les 2-3 fois où c'est arrivé, la première fois c'était par des campeurs qui étaient complètement irrespectueux, qui se sont mis à l'endroit où je campais, et qui ont commencé à faire une fête bien arrosée qui était vraiment, voilà, comme je disais, c'est souvent les locaux qui trashent les sites parce qu'on était sur un site de Terre de la Couronne et ils se sont stationnés juste à côté alors que le lac et l'endroit de camping étaient immenses. Ils auraient pu se mettre n'importe où au milieu de la nuit et commencer à sortir, faire un feu de camp alors qu'il y avait une interdiction de feu de camp. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de canicules et de feux de forêt. Et on commençait à faire du bruit, respectueux du campeur, hein, ils ont rien fait de dommage au campeur, mais juste à côté,
juste à côté de moi. Et donc, heureusement qu'il y avait un autre campeur juste à côté, un peu plus loin, qui lui a vu ça et qui était complètement atterré et qui a un peu fait le sale boulot pour moi parce que il est sorti avec son gun, avec son calibre 12. Il est sorti pensant qu'il se passait quelque chose de mal et les gens ont totalement tourné dans le sens où ils se sont dit oh, on savait pas, on est désolé, mais il était complètement en état d'ébriété et voire plus. Et donc ça fait que tout à coup, voilà, ils se sont un peu rangés, mais ça a ruiné la nuit. Et je déteste moi avoir mes nuits ruinées parce que la raison pourquoi je vis dans la forêt, c'est justement pour passer des très bonnes nuits. Mais c'est les aléas de la vie. Et une des fois où je me suis senti en danger, une des fois où je me suis senti le plus en danger, certes, il y a eu une autre fois où j'avais déjà raconté, mais je me suis pas fait virer de ce spot-là où des gens ont commencé à tirer au fusil de chasse juste à côté de mon van sur une cible imaginaire de l'autre côté du lac, ce qui est quelque chose complètement à la fois irrespectueux et très irresponsable. Mais j'étais pas parti, je suis quand même resté, mais je trouvais ça complètement ridicule. Cela dit, l'autre fois, c'est quand je me suis trouvé dans un spot que je connaissais très bien, de terre publique, où je restais 2 semaines, où il est légal de rester 2 semaines à la fois. Donc je prenais un break et ensuite je revenais, et j'ai vécu comme ça pendant le mois d'août, à cet endroit-là qui était magnifique, avec une vue surplombant, et j'avais ma petite routine, j'ai fait des vidéos à cet endroit-là. Parfois on est repoussé d'un endroit sans le savoir, et on se sent trop confortable en tant que nomade. Ben, c'est une bonne, on a besoin de cette piqûre de rappel de se rappeler qu'on n'est pas chez nous, qu'on est juste les invités. Et bien en fait j'avais pas réalisé que juste dans une autre route forestière il y avait un camp de trafic de drogue. Et donc cette fois-là je me suis pas fait virer par la police, mais j'ai appelé la police au milieu de la nuit et la police m'a dit attends le lever du jour. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, et pour ceux qui me suivent vous le savez, j'ai commencé un peu à m'intéresser un peu plus à comment me protéger moi-même et surtout de faire de la dissuasion avec les gens autour de moi, les indésirables. Parce que c'est à ce moment-là où j'ai compris s'il devait se passer quelque part, encore plus en zone reculée, eh bien la police ne vous aidera jamais, donc vous comptez que sur vous-même. Donc il faut faire beaucoup de prévention et de dissuasion plutôt que de tomber dans la réaction qui est souvent trop tardive et qui ne vous amène à rien à part du stress. Et donc au milieu de la nuit j'ai eu des addicts, hein, des crackheads comme on les appelle, qui ont essayé de cambrioler mon campeur alors que j'étais dedans. Ils ont essayé d'ouvrir toutes les portes, forcer la porte. Et au milieu de la nuit, et j'ai donc appelé la police, ils étaient encore en train, et là j'ai fait d'une grosse foi, j'ai essayé de paraître plus gros que je le suis. Et la dernière fois où je me suis fait virer, ce n'est pas par les humains, ce n'est pas par des indésirables ou des autorités, mais c'est par Mère Nature. Pendant une année de feu de forêt qui a été très intense, d'où l'importance d'être nomade, et c'est ça que j'aime beaucoup d'avoir ma maison sur roue, c'est de pouvoir prendre toutes tes affaires, partir et aller là où il n'y a pas de fumée. Cependant, cette année-là, à des milliers de kilomètres à la ronde, tout l'ouest en fait de l'Amérique du Nord était vraiment envahi par la fumée. Et je me suis fait virer donc 2 fois par la fumée, et surtout par un feu, et une autre fois à un autre endroit où je suis allé, et ça commençait à faire beaucoup, ça commençait à être assez stressant, et c'était une année très stressante où j'ai pas pris les meilleures décisions entre 2021 et 2022. C'est pas la chose la plus agréable, parce que tout à coup vous vous sentez vraiment vulnérable, à une échelle qui va au-delà de l'abus des autorités ou de l'abus des indésirables, des humains indésirables. C'est quelque chose qui est au-delà, qui est beaucoup plus grand, mais qui ensuite vous donne une appréciation de ces endroits, une appréciation de la vie, une appréciation de beaucoup de choses. Voilà, c'est ça que la vie en van nous apprend, la vie tout court, mais surtout si on se donne le droit et on se donne l'opportunité de passer à travers ces moments-là, eh bien, au lieu de se poser en tant que victime, vous pouvez vous poser en tant qu'humain fort qui peut faire face à des situations et trouvera une solution à ces situations, et c'est qu'après cela, il y aura plein de leçons, plein d'enseignements et surtout au final plein d'aventures. Donc sur ce, si vous avez vous aussi des moments où vous n'êtes pas senti en sécurité ou quand vous vous êtes fait virer de vos spots, partagez, c'est très important.
en parler. C'est pour ça que je fais souvent des vidéos, j'ai fait souvent des vidéos sur le sujet. C'est une forme de thérapie, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est très important de laisser aller, de d'écrire, de parler de ces moments-là, parce que c'est pas évident à gérer, c'est très stressant. Cela dit, ça va arriver. La vie ne peut pas être qu'un long fleuve tranquille, sinon ce serait pas une vie. Donc sur ce, merci d'avoir passé toute cette vidéo avec moi si vous êtes encore là. Je vous encourage à aller contribuer à ma page Ulule parce qu'il reste peu de temps pour vous procurer l'exemplaire de la bande dessinée Road Trip où on relate justement toutes ces choses dont on a parlé, mais encore plus, plein de leçons juste sur cette liberté, plein d'enseignements, et j'ai très hâte de partager ça avec vous. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.